encore adopté la procédure de vote à l'étranger. Tout ce qu'on a comme référence, c'est la loi. Mais la loi est relativement détaillée, donc on peut déjà avoir une idée des opérations et de ce que vous pourrez regarder dans les bureaux de vote. Et puis ensuite, pour finir, on regardera un peu les formulaires d'observation à partir de ceux qui avaient été élaborés pour l'élection de 2011. Voilà. Bah, écoutez, je propose de commencer. Alors, est-ce qu'on a une version papier pour prendre des notes du PowerPoint? Oui, s'il vous plaît. J'enverrai les plusieurs Trop de notes, oui, s'il vous plaît. PowerPoint, je les enverrai J'ai pas de... à l'issue de cette journée. Est-ce que quelqu'un pourrait me prêter quelques feuilles? C'est canadien, ça, c'est technique pratique. Oui, c'est bon. Merci. Vous me direz si... On a besoin de flouer. Merci. Bien, alors la première chose, c'est que on va discuter des titres dans une seconde. On appelle ça droit à la participation politique. C'est aussi le droit de prendre part aux affaires publiques, au gouvernement de son pays. Il n'y a pas, en droit international, de droit à la démocratie. Ça n'existe pas. Bon. La raison est relativement simple, c'est que les États membres des Nations Unies qui négocient ces conventions dont on va parler tout à l'heure ne sont jamais arrivés à se mettre d'accord sur ce que c'est la démocratie. Arriver à avoir une définition juridique. En revanche, les droits politiques, on les a définis de cette façon. On a le droit de prendre part à travers des élections au gouvernement de son pays. Je crois qu'il y a deux personnes qui viennent d'arriver. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Donc moi, c'est Jlash Chauki, j'ai 19 ans. Et on m'a parlé de cette formation, donc ça me dit. Ok. Et vous aviez observé la dernière fois, en 2011, les élections? Non. Moi, je m'appelle Amanda Soufiane, et je suis un ami à Chauki, et j'ai aussi 19 ans, et c'est lui qui m'a parlé de cette formation. Enfin, ça m'a intéressé, donc je suis venu pour participer. Vous avez deux ouvrages sur la table, il y en a un exemplaire pour chaque personne. Le premier, c'est le manuel de l'Observateur européen. C'est un ouvrage qui date de 2007 qu'on est en train d'actualiser, mais la méthodologie d'observation n'a pas fondamentalement changé. Donc c'est tout à fait d'actualité. Et l'autre, c'est le recueil des normes internationales en matière d'élections démocratiques. Vous avez là-dedans tout le droit international qu'on utilise pour évaluer les élections. Que dit le recueil? Le recueil nous dit les normes internationales pour les élections découlent des droits politiques et des libertés fondamentales garanties par les instruments universels et régionaux. On est dans un domaine qui est un domaine essentiellement juridique à la base. Le droit à des élections démocratiques, le droit de vote, c'est un droit de l'homme. C'est comme ça qu'on l'approche. Avant d'évaluer les élections au regard des législations nationales, on les évalue au regard des normes internationales. Alors, quelles sont ces normes? Est-ce que vous avez dans l'idée quelques idées sur ces normes en matière d'élection? À quoi elles doivent répondre? Quelqu'un a des idées? Déjà, les principes auxquels elles doivent respecter. Oui, c'est l'égalité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le secret. Secret. Est-ce qu'il y a autre chose? Libre. Modalité pratique. Égalité pour se présenter comme candidat. Oui, donc, dans ce cas-là, on va parler du droit
être majeur pour, Ouais, alors ça définit les conditions pour exercer le droit de vote. C'est ce qui va définir la qualité d'électeur. La liberté. Ouais. On va le dire comme ça pour l'instant. Vous allez voir que dans le détail, en droit international, on parle de la libre expression de la volonté de l'électeur. Mais en gros, c'est ça. Oui. Alors la campagne, peut-être dans un autre domaine, parce que ça, si vous voulez, c'est le processus électoral tel qu'il se déroule dans les bureaux de vote. La campagne. Dans la campagne, il y a un certain nombre de droits fondamentaux qui sont en jeu. Donc, par exemple, la liberté d'expression. La liberté d'expression, une autre. La transparence? Non. Non. Pour la campagne. Ah, pardon. Neutralité de l'administration sur place, non? Neutralité de l'administration, oui. Alors, tout ça, il y a un dernier critère dont on n'a pas parlé tout à l'heure, qui, en français, on parle d'élection honnête. Élection honnête. C'est marrant, ça c'est la traduction française. Dans la version anglaise, le pacte international des droits civils et politiques, dont on va parler tout à l'heure, parle de genuine election. Et genuine, c'est honnête, mais c'est authentique. Aussi, donc c'est des élections honnêtes, authentiques, véritables. Ok. On reviendra dans la présentation sur tous ces principes et voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Mais tout d'abord, on va faire une petite présentation des sources de droit, donc des différents instruments internationaux qui comportent des dispositions en matière d'élection démocratique. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait du droit, qui ont des connaissances juridiques? Un petit peu. Un petit peu. Je suis un deuxième année de droit. Deuxième année de droit. Ouais. En particulier, alors il y a plusieurs types de sources. Le premier, c'est ce qu'on appelle les instruments universels des droits de l'homme. Instruments généraux, instruments spécifiques. Les instruments généraux, c'est les instruments qui s'adressent à toute personne. Dans les instruments spécifiques, on a des conventions internationales en matière de droits de l'homme qui s'appliquent aux minorités, aux droits des femmes, aux droits des personnes handicapées, qui, elles aussi, ces conventions comprennent des dispositions sur le droit de vote. Ensuite, vous avez les traités régionaux. La Tunisie, par exemple, est membre de l'Union africaine et les conventions qui s'appliquent à la Tunisie. Puis ensuite, vous avez des déclarations, des engagements politiques, qui sont des normes d'un autre niveau, qui ne sont pas contraignants juridiquement, mais qui expriment de la part des États qui les ont ratifiés un engagement à réaliser certains droits. Et puis ensuite, vous avez la notion de bonne pratique sur laquelle on va revenir un peu plus tard. Sur les instruments universels, il y en a deux essentiellement qui nous intéressent. D'abord, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, donc son article 21. Alors techniquement, c'est une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies ne sont pas contraignantes. Dans le système des Nations unies, la seule chose qui est contraignante, c'est les résolutions du Conseil de sécurité. Mais ça a une force morale très importante. Et l'autre, qui est le document, je pense, le plus important pour nous, c'est le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, dans son article 25. Il est contraignant pour les États parties. Il y a 167 États qui l'ont ratifié, dont la Tunisie d'ailleurs, bien sûr. Et le pacte institue un comité, le comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui est chargé de veiller à l'application du pacte par les États qui ont ratifié ce pacte. Alors, il est... Petite question. Oui. Est-ce que la présentation, vous allez nous la distribuer? Oui. Ou électronique? Ok. Je vais l'envoyer...
quasiment universelle. Hein. La plupart des États du monde l'ont ratifié ou l'ont signé. Il y a quelques pays, comme la Chine par exemple, qui l'a signé mais pas ratifié. Alors, ça veut dire qu'ils ont exprimé une intention d'aller dans cette direction, mais que les dispositions du pacte ne sont pas contraignantes pour eux. Puis après, vous avez la Malaisie, le Myanmar, le Bhoutan, l'Arabie Saoudite et le Sud-Soudan. Le Sud-Soudan, c'est un État nouveau. Hein. C'est un État qui est né en 2010. Bon, ce qu'il y a là, c'est le Sahara occidental qui est dans une situation juridique peut-être assez peu définie. Enfin, c'est notre norme principale et comme vous le voyez, elle est assez universellement respectée. Le Comité des droits de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce que le Comité des droits de l'homme examine le respect par les États de la Convention? Il y a trois mécanismes. D'abord, les rapports périodiques. Les États qui ont signé la Convention sont censés remettre au Comité des droits de l'homme périodiquement un rapport qui présente leur façon de mettre en œuvre le pacte. Ensuite, le Comité des droits de l'homme donne son interprétation du pacte. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on entend par suffrage égal, etc. Vous allez voir que ce sont des notions qui ne sont pas forcément toujours très faciles à comprendre dans leurs aspects pratiques. Et puis ensuite, il peut y avoir des plaintes individuelles. Des individus peuvent porter une affaire devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, dans certaines conditions, pour se plaindre de la violation de leurs droits par leur État. Alors, comme je l'ai dit, le Comité des droits de l'homme, c'est le deuxième point, donne son interprétation du pacte sous la forme d'observations générales sur des questions thématiques. Vous avez en particulier, c'est dans le recueil des normes, les observations générales 25 sur la participation aux affaires publiques et les observations générales 34 sur la liberté d'opinion et d'expression. Ce sont des références assez importantes. Je vous encourage à les lire dans le recueil des normes. En français, General Comment. Ensuite, on a les instruments universels spécifiques. Donc, on a dit tout à l'heure, le pacte dont on parlait tout à l'heure était créer les droits pour toute personne. Ici, c'est différent. La CRD, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, s'intéresse en particulier aux droits des minorités. La CIDO, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, de 1979, elle aussi s'intéresse à la participation politique, mais plus particulièrement des femmes. Et puis vous avez l'instrument le plus récent, il est entré en vigueur en 2008, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, avec 131 États partis, ratifiés par 131 États, dont la Chine. Et comme nous avions le Comité des droits de l'homme qui surveille l'application du pacte international des droits civils et politiques, chacune de ces conventions a son propre organe de contrôle. Donc ça, c'est le système dans le cadre des Nations Unies. Alors, on va voir qui a ratifié tout ça. Donc ça, c'est la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Vous voyez que c'est aussi assez universellement accepté comme norme. Beaucoup d'États du monde l'ont ratifié. Et on a un peu, enfin, la Chine, on a quand même le Myanmar qui reste, la Malaisie et puis la Corée du Nord. C'est aussi intéressant de voir que, enfin, vous voyez, la Tunisie l'a ratifié. Ça, c'est la CIDO, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, avec quelques pays qui n'ont pas ratifié, le Soudan et le Sud-Soudan, l'Iran et la Somalie. C'est quoi en bleu? J'arrive pas à lire. Les États-Unis, Ah, les pourquoi non? États-Unis l'ont signé, mais On pas pas ratifié. ratifié. C'est ça, pas ratifié. Intéressant. Voilà, et ça c'est la dernière, donc la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui est, je pense qu'il y a de plus en plus de pays qui sont en train de la ratifier, mais enfin c'est un texte récent. La Convention elle-même a été ouverte à la ratification en 2006, et elle est entrée en vigueur
en 2008. Donc vous avez encore un certain nombre de pays qui sont dans des processus d'intégration dans leur système juridique. Mais elle aussi, elle est quand même assez importante. Ok. Et enfin, les traités régionaux, on va parler des principaux. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de 1981, la Tunisie l'a ratifiée. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, 2007. En Europe, bon, elle est connue, la Convention européenne des droits de l'homme, 1950. La même chose en Amérique. La Charte arabe des droits de l'homme, de 2004, qui est entrée, elle aussi, en vigueur. On va voir qui a ratifié tout ça. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Bon, je ne vais pas sur le texte parce qu'on n'y reviendra pas, mais enfin, vous voyez, elle est elle aussi signée par quasiment tous les États africains. Encore une fois, le Sud-Soudan, on est dans une situation particulière, c'est un nouvel État. Et le Maroc. Mais pourquoi? Parce que le Maroc, bon, c'est la convention principale de l'Union africaine. Le Maroc n'est pas membre de l'Union africaine. Le Maroc n'est pas membre de l'Union africaine, en particulier à cause de la question du Sahara occidental. Comme vous voyez, le Sahara occidental a été accepté comme membre. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Je vais passer rapidement dessus parce qu'elle aussi, elle est très récente, elle date de 2007, elle est entrée en vigueur en 2012, et vous voyez que le statut des ratifications, c'est en train de se faire. Donc on est dans un processus assez long, mais enfin, c'est intéressant de savoir qu'elle existe. La Tunisie ne l'a pas encore ratifiée. Voilà, on va voir si c'est aussi une bonne occasion de plaidoyer pour la société civile en Tunisie, de s'adresser au gouvernement et de demander la ratification de cette charte. Voilà. Comme nous avions le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui surveille l'application du pacte international des droits civils et politiques, dans le cadre africain, on a deux organes. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est mise en place en 1986, et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui vient de commencer. Son premier jugement date depuis 2009, et le premier jugement sur le fond date de l'année dernière. Vous voyez, c'est vraiment très très récent. Seulement 6 pays africains acceptent les plaintes individuelles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il y a une cour, simplement, on n'accepte pas que les ressortissants de notre pays déposent des plaintes individuelles auprès de la cour. Seuls 6 pays, donc le Burkina Faso, le Ghana, le Malawi, le Mali, la Tanzanie et le Rwanda, ont accepté que leurs ressortissants puissent déposer des plaintes individuelles contre eux, contre ces États, auprès de la Cour africaine. Voilà. Et donc ça, ce sont les 27 États sur les 54 membres de l'Union africaine qui ont ratifié la charte qui crée la Cour. La première fois qu'il y a une Cour, un mécanisme juridictionnel de protection des droits de l'homme peut être efficace en Afrique. Je vous passe sur le système américain parce que ça nous concerne un peu moins. Dans le cadre de la Ligue arabe, la Ligue arabe a 22 États membres, donc un qui est suspendu, c'est la Syrie pour l'instant. Et donc elle a adopté en 2004 la Charte arabe des droits de l'homme, elle est entrée en vigueur en 2008. Seuls 14 des 22 États l'ont ratifiée. Donc Algérie, Bahreïn, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Palestine, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie, Émirats Arabes Unis et Yémen. La Tunisie. Il y a un organe de contrôle, le Comité arabe des droits de l'homme, mais contrairement à le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, par exemple, il ne peut pas recevoir des plaintes individuelles. Oui. J'ai une question, c'est pas contradictoire qu'on signe la Convention internationale des droits de l'homme et pas la Charte arabe des droits de l'homme? Ça ne pose pas... Pas nécessairement. Les États sont libres
s'engager au niveau de la primauté de la loi, de toute façon, la Convention internationale... Alors, oui, c'est un point intéressant ce que vous soulevez. En réalité, non. Il n'y a pas de hiérarchie en droit international. Il n'y a pas de hiérarchie. Toute convention... alors ça crée parfois des problèmes parce qu'il y a des divergences entre les textes. On verra tout à l'heure un exemple avec le droit des personnes handicapées où on a deux conventions qui disent pas la même chose. Qui ne sont pas interprétées de la même façon. Bon, ensuite, on a des déclarations régionales, le document de Copenhague qui est la référence principale pour l'OSCE, donc c'est la zone Europe centrale, Europe de l'Est et ancienne République du RSS, la francophonie, le Commonwealth. Ce sont des engagements politiques, mais ça n'est pas juridiquement contraignant. On peut y faire référence, mais les États ne sont pas engagés à respecter la lettre de ces déclarations. Et enfin, les bonnes pratiques. Alors les bonnes pratiques, le code de bonne conduite de la Commission de Venise, par exemple. Donc ça, ce ne sont pas des normes, ce sont des moyens de les mettre en œuvre. C'est-à-dire que le code de bonne conduite ne va pas dire le suffrage doit être égal, par exemple. Ça relève de la Convention. En revanche, dans le code de bonne conduite, on va dire les États qui veulent respecter l'égalité du suffrage peuvent faire ça. On prend un certain nombre de mesures pour mettre en œuvre ces normes. Donc, je vais passer là-dessus. Donc voilà, tout est dans le recueil des normes internationales en matière d'élection, qui date de 2007, et bon, vous avez tous un exemplaire. Alors maintenant, on a présenté tout ce vaste éventail de conventions. On va quand même revenir sur les principales et sur ce qu'elles disent. D'abord, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans son article 21, et ensuite le pacte, article 25 de 1966. Ce sont les deux dispositions principales. C'est pas très long, hein, vous voyez. Mais c'est intéressant de voir que déjà, ça c'est un document qui date de 48, celui-là est de 66, il y a des différences. Par exemple, ici on nous dit toute personne. Mais ici on nous dit tout citoyen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu plus restreint. De la volonté du peuple et le fondement de l'un, c'était élection honnête, périodique, au suffrage universel, égal, secret ou suivant une procédure équivalente. Donc, lorsque vous lisez ça, vous dites, ok, le suffrage doit être secret, absolument secret, mais dans certains cas, la déclaration accepte que le suffrage ne soit pas secret. Mais ça, on ne le retrouve pas ici. Les négociateurs du pacte, c'est intéressant de lire les travaux préparatoires. Vous avez toutes les négociations entre les États pour savoir ce qu'on va mettre dans la Convention. Ici, on dit simplement au scrutin secret. Pourquoi? Parce qu'il y avait certains États qui disaient non, c'est... Vous savez, c'est tout le problème des électeurs assistés. Vous avez peut-être vu ça, ou vous allez voir ça lorsque vous allez observer les élections le jour du vote. Vous avez des gens qui, parce qu'ils sont aveugles, ou parce qu'ils sont illettrés, ou pour diverses raisons, doivent être aidés par quelqu'un qui va aller avec eux dans l'isoloir. Alors, le problème, c'est que ça porte atteinte au secret du vote, puisqu'ils doivent dire à une autre personne pour qui ils votent. C'est admis. Hein, c'est admis. Mais les négociateurs du pacte pensaient que garder cette référence à une procédure équivalente dans le texte, ça ouvrirait trop de possibilités d'abus. Donc ils sont là, nos principes, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Périodique, les élections, ça doit avoir lieu de façon régulière. C'est pas une fois et puis après c'est fini. Honnête, authentique. Suffrage universel, on va voir ce que ça veut dire. Le suffrage n'est pas vraiment universel. Suffrage égal, secret. Bon, droit de vote, ça se rapproche du suffrage universel, droit d'être élu et la libre expression de la volonté des électeurs. Et puis, comme vous voyez, il y a une
notion de ce qu'on appelle restriction raisonnable. Je reviens à la slide précédente. Le citoyen a le droit, sans restriction déraisonnable. Ça veut dire que le pacte admet l'idée qu'on peut restreindre ces droits, dans une certaine mesure. Alors on va voir ce que ça veut dire, restriction. Qu'est-ce qui est raisonnable et qu'est-ce qui n'est pas déraisonnable. On va voir ça pour chacun des principes. En plus de ces normes-là, qui sont celles de l'article 25, il y a d'autres normes qui sont aussi importantes pour les élections, qui ne concernent pas ce qui se passe dans le bureau de vote, mais plutôt l'environnement général. C'est la liberté d'opinion et d'expression, liberté de rassemblement, liberté d'association, liberté de circulation, non-discrimination et le droit à un recours effectif. Le droit à un recours effectif, vous voyez ce que c'est? Si vos droits sont violés, vous pouvez aller devant un juge et demander à ce que la violation soit constatée et l'État condamné. Je passe là-dessus parce que sinon on va rester des heures. Champ d'application, ah oui, alors ça c'est mignon. Est-ce que ça s'applique à toutes les élections, l'article 25? Je ne sais pas. Je vais vous donner un exemple. C'est une affaire qui est venue devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies en 2008. Ça s'appelle José Luis Vincent Costa contre Espagne. Peut-être que vous connaissez cette histoire. L'auteur, donc le requérant, dit que son droit, c'est les droits qui lui sont reconnus dans l'article 25 sont violés parce que dans son pays, la monarchie espagnole n'est pas soumise à des élections libres. Et qu'en tant que citoyen, son droit de voter et d'être élu chef d'État, dans ce cas roi d'Espagne, est donc violé. Ça pose une question intéressante. Ça pose une question intéressante. Est-ce que la Convention impose un système constitutionnel particulier? Est-ce que la Convention pourrait dire, ah ben oui, le chef d'État, là, il n'est pas élu, c'est un principe dynastique, c'est pas un principe de monarchie. Bon, alors la réponse du comité, elle est un peu longue, mais je vais vous la résumer. L'article 25 n'impose pas un modèle ou une structure politique spécifique. L'article 25 fait allusion à l'élection des représentants. Ne confère pas le droit d'élire un chef d'État ou à être élu à ce poste. Ce que le Comité des droits de l'homme va regarder, c'est la nature de la distribution du pouvoir dans le pays. Le roi d'Espagne n'est pas le dépositaire du pouvoir exécutif. C'est le gouvernement. Et le gouvernement est responsable devant le Parlement. Le Parlement lui-même est élu. Si on avait un système institutionnel dans lequel on a un chef d'État qui exerce effectivement le pouvoir exécutif, là oui, il pourrait y avoir des violations. Bon, c'est intéressant, c'est un peu une anecdote, mais je le trouve assez rigolo cette décision. Alors, élection périodique, là aussi ça veut dire quoi? Le Comité des droits de l'homme, CDH, c'est pas le centre démocratique humaniste. Les élections doivent être organisées périodiquement à des intervalles suffisamment rapprochés pour que l'autorité du gouvernement continue de reposer sur la libre expression des électeurs. On considère que les élections, donc la souveraineté populaire, désigne des représentants, mais ces représentants sont élus pour une certaine période. Le mandat doit être renouvelé. Alors pour les observateurs, alors là c'est pas tellement pour les observateurs qui regardent les élections le jour du vote, c'est plutôt pour ceux qui vont analyser la loi électorale. Regardez quel est l'intervalle entre les élections. Est-ce que l'intervalle est prévu par la loi? Est-ce que les élections peuvent être reportées? Est-ce que les élections peuvent être reportées? Il y a par exemple en Jordanie, la loi électorale dit que le roi peut reporter les élections de 2 ans, sans définir les circonstances. C'est un peu abusif, on peut dire. Il y a une décision de la Commission interaméricaine des droits de l'homme là-dessus qui concernait le Chili en 1977. Par exemple, on dit que le report de toutes les élections
viole la Déclaration américaine des droits de l'homme. C'était dans le cadre du régime Pinochet. Ensuite, élections honnêtes et authentiques. Alors là aussi, qu'est-ce que ça veut dire, des élections honnêtes, hein, des élections authentiques? Qu'est-ce qui fait, si on y réfléchit, qu'est-ce qui fait que qu'on a droit à des élections authentiques? Est-ce que ça vous parle? Là, je ne vous parle pas de secret ou d'égalité, je parle plutôt de possibilités pour l'électeur. Sans entrave à la liberté d'expression. Importance de population que bien qu'une personne ait une Alors, seule. ça, c'est le suffrage universel. Là, on est dans authenticité. Qu'est-ce qui fait que Sans entrave à la liberté d'expression. c'est la liberté? Sans pression. Si on vote pour Monsieur X, c'est bien Monsieur X qui siégera s'il est élu. Et pas son frère. C'est dans cette... C'est la notion de choix. Il faut qu'il y ait un vrai choix. Il y avait des élections en URSS. Vous savez? Il y avait des élections. Et en Tunisie, il y avait des élections. Est-ce qu'il y avait un choix? Non. Alors là, c'est très intéressant parce que j'ai trouvé un truc dans les travaux préparatoires du pacte qui sont assez drôles. Vous voyez que le pacte dont on parlait tout à l'heure, le pacte international de droits civils et politiques, il a été négocié entre 1948 et 1966. On est en pleine guerre froide. Aux Nations Unies, vous avez les pays de l'Ouest, mais aussi les pays de l'Est, qui doivent se mettre d'accord sur un texte commun. On a une division profonde sur la notion de savoir si élection authentique implique le pluralisme politique. Les États n'arrivent pas à se mettre d'accord. L'interprétation originale qui en a été donnée, c'est que, a priori, à l'époque, l'article 25 n'exclut pas les systèmes de parti unique. Ok? Encore une fois, contexte de guerre froide. Le droit international est un droit qui est fait par les États souverains. Ils veulent protéger leurs intérêts. J'aime beaucoup ça. Ça, c'est les travaux préparatoires. Donc, on est à une séance à l'Assemblée générale des Nations Unies du comité qui prépare le pacte. On est en novembre 1948, donc vraiment en pleine guerre froide. Et qu'est-ce qu'on a? Monsieur De Hoes, qui est le représentant belge, qui dit que dans son pays, la pluralité des listes est synonyme de pluralité des partis. La notion qu'il souhaite introduire dans le texte est celle de la pluralité des partis. Donc il propose d'ajouter les mots selon le système des partis après élection périodique. Monsieur Pavlov, le représentant de l'URSS, rappelle que dans son pays, la classe bourgeoise a cessé d'exister, qu'il ne reste que des ouvriers et des paysans, et que le Parti communiste est capable de veiller lui-même à leurs intérêts. Et il dit, veut-on que l'URSS importe une classe bourgeoise étrangère dans le but de rétablir un système de partis? Extraordinaire quand même. Dans le système actuel, il n'y a aucune raison de créer d'autres partis. Monsieur De Hoes retire son amendement dans un esprit de conciliation. Donc vous voyez, on est dans des négociations entre États souverains qui sont des négociations éminemment politiques. Donc le texte de l'article, on va le revoir, de l'article 25 et de l'article 21 d'ailleurs, c'est le produit de négociations entre pays. C'est ce que les États ont accepté de mettre. Donc vous voyez, il voulait, après périodique, après avoir lieu périodiquement, l'idée de périodicité, il voulait introduire la notion de pluralisme, et ça n'a pas été accepté. Encore une fois, ça c'est l'importance du contexte. Cette situation change après la fin de la guerre froide, quasiment immédiatement. On est en 93. Le comité des droits de l'homme, dans une affaire, Chico Boalua contre la Zambie, dit les restrictions aux activités politiques en dehors du parti politique, du seul parti politique reconnu, représentent une restriction déraisonnable pour le parti. Donc, ça y est, maintenant,
l'interprétation qui prévaut aujourd'hui de l'article 25, c'est que la notion d'élection honnête, d'élection authentique, implique le pluralisme. Mais vous voyez qu'il a fallu un certain temps pour y arriver. Et il a fallu que les conditions internationales changent, que la fin de la guerre froide arrive. C'est clair jusqu'à présent, ça va? Alors, samedi matin, c'est un peu... Ça posait ça samedi matin, c'est un peu bon. Enfin bon, on essaie de... Voilà. Alors maintenant, on va passer au suffrage universel, s'il n'y a pas d'autres questions sur l'authenticité. Et là, on va y rester longtemps. Parce que qu'est-ce que ça veut dire universel? Universel, universel au sens littéral, tout le monde vote pour toutes les élections partout? Évidemment non. Évidemment non. Il y a des restrictions. Alors parmi ces restrictions, qu'est-ce que vous voyez comme restriction habituelle? Hein? Âge, L'âge. la citoyenneté, L'état mental. Capacité. Et, Handicap. on va voir que c'est en train de changer là-dessus, mais ok, ensuite. Moralité. Il n'y a pas la moralité? Justement, de capacité de voter par question pénale. Oui, moralité. Alors, il y a la question des condamnations pénales et les prisonniers. Prisonnier. Alors, on va voir que c'est pas le cas partout. Ça aussi, c'est une question. Est-ce que suffrage universel, ça implique que les prisonniers votent pour toi? Ça dépend de quoi pourquoi on est condamné, quoi. Je pense. Ça dépend de la peine, Ben, quoi. c'est la position de la Cour européenne des droits de l'homme, ce que vous venez de dire, par exemple. Mais ce n'est pas la position de tout le monde. On va y venir tout à l'heure. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Question de résistance. il y a certains fonctionnaires, Résidence. Parfois, si on réside dans le pays ou pas. Si une- Oui. Dites-moi, en 2011, tout le monde a voté en Tunisie? Non, ou il y avait des justement. gens qui n'avaient pas le droit de vote? Les policiers et les militaires n'ont pas voté. Déchus, donc n'ont pas de droit. L'exclusion, donc. Donc c'était les exclusions de De l'article l'RCD. 15, c'était les anciens RCDistes. Sauf que ça c'était pour le droit de se porter candidat. Il y avait une restriction sur le droit de vote qui était spécifiquement un peu pour le clan Ben Ali. On va Oui, voir comment ceux c'est qui fait. exercent une fonction responsable. Mais bon, généralement on va dire que on a des restrictions qui s'attachent à des circonstances exceptionnelles. Hein. Il n'y a pas qu'en Tunisie, il y a dans d'autres pays. Nous, on peut pas participer à la dictature et une révolution, ça se protège contre le retour. On a à peu près fait le tour. Alors on va regarder tout ça parce que vous allez voir que c'est pas toujours clair. Il y a beaucoup de débats autour de ces questions. Alors il y a la citoyenneté, comme vous avez pu remarquer, le pacte dans l'article 25 dit tout citoyen a le droit, hein, pas toute personne. D'ailleurs c'est un des seuls droits protégés par le pacte qui est limité aux citoyens. En général, c'est toute personne qui vit sur le territoire et qui relève de l'activité. La liberté d'expression en Belgique n'est pas limitée aux citoyens belges. Mais le droit de vote peut être limité aussi. Bon, en l'occurrence non, parce qu'en Belgique, après une certaine durée de résidence, on peut voter aux élections locales et puis pas toutes les élections. Mais enfin, en règle générale, c'est un droit qui s'attache aux citoyens. Alors, il y a des cas un peu bizarres. Par exemple, les doubles citoyens.
Alors qu'est-ce qu'on fait avec les doubles citoyens? Dans la loi électorale tunisienne actuelle, les doubles citoyens ne peuvent pas, alors ils peuvent voter, mais ils ne peuvent pas se présenter pour être président. Ah bon? Mais une fois élu, il doit... Ça c'est l'argument, oui, mais en réalité, ça veut dire que c'est incompatible. Ils doivent renoncer à leur deuxième citoyenneté une fois élus. Après, on a la question des citoyens naturalisés. Celle-là aussi, elle est très sensible. Dans les observations générales 25, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies dit qu'en principe, toute distinction entre les citoyens de naissance et les citoyens par naturalisation est incompatible. On est citoyen ou on ne l'est pas. Une fois qu'on est citoyen, on a des droits pleins et entiers qui sont reconnus à tous les citoyens. Mais dans certains cas, il y a des restrictions qui peuvent être mises dans des lois électorales. Alors, je ne sais plus trop très bien ce qu'il en est cette fois-ci, mais je sais qu'en 2011, dans la loi électorale tunisienne, il fallait... Je crois qu'il fallait... Les citoyens naturalisés devaient avoir 5 ans de naturalisation avant de pouvoir, je pense, être candidat. Je crois que pour être candidat, il faut avoir la nationalité de point au moins 5 ans, quelque chose comme ça. Ça fait encore, quoi. A priori, ça fait partie des choses qui sont dans des domaines où le Comité des droits de l'homme estime que c'est une distinction qui ne devrait pas exister dans la mesure où, avec l'acquisition de la citoyenneté, on acquiert l'ensemble des droits qui s'attachent à la citoyenneté. Alors, il y a des restrictions. Alors, il y a des restrictions acceptables. C'est celles dont on vient de parler ici, hein, l'âge, la citoyenneté, etc. Et puis, il y a des restrictions inacceptables. Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, des restrictions inacceptables, des exclusions inacceptables? Voilà. Alors, en général, on va voir que le Comité des droits de l'homme considère comme inacceptables toutes les exclusions qui discriminent des catégories particulières de la population. Donc, ça peut être en fonction, ça peut être en fonction du... Ça peut être ça peut être en fonction du sexe, ça peut être en fonction de la croyance, de la religion, de la langue. Pour la tunisienne, justement, dans un article, ils disent qu'il n'y a pas de discrimination sur la croyance. Et plus loin, ils disent que pour être président, il faut être musulman. Exactement. Donc il y a une contradiction. Oui. C'est anticonstitutionnel, pratiquement, quoi. C'est quelque chose qui, alors étonnamment, apparemment ne suscite pas énormément de débats en Tunisie, hein, mais ça pose un problème au regard des normes internationales. Oui, il faut être musulman pour être président en Tunisie. Je vais vous prendre un autre exemple de restriction inacceptable. Bon, alors les restrictions inacceptables, en fait, c'est celles qui se rapportent à la liste de l'article 2 du pacte. Race, couleur, sexe, langue, religion, opinion politique ou toute autre opinion, origine nationale et sociale, fortune, naissance et toute autre situation. On pourrait rajouter éducation. Il y a des pays, pas beaucoup, mais il y a quelques pays où pour se porter candidat, vous devez avoir un diplôme. Un baccalauréat ou un diplôme universitaire. Ça, c'est des restrictions inacceptables. Un exemple. En 2005, l'Arabie Saoudite organise des élections municipales. C'est la première fois. D'ailleurs, la dernière, parce que depuis, ils n'ont toujours pas eu d'élection. La loi électorale là-bas accorde le droit de vote aux citoyens. Il n'y a pas d'exclusion explicite des femmes. Mais les femmes ont été exclues du vote en raison de l'absence de... Alors c'était ce que la commission électorale donnait comme prétexte. Absence de femmes agents électoraux pour gérer les centres de vote réservés aux femmes. Et à la suite de ça, la commission électorale a décidé d'étudier si le vote des femmes serait utile. Donc voilà, c'est un exemple de discrimination inacceptable.
inacceptables. Je vais vous donner un autre exemple sur la langue. Ça, c'est une affaire devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Imitane contre la Lettonie. Une candidature à une élection municipale qui est invalidée sur la base du fait que la candidate ne maîtrisait pas suffisamment la langue officielle, donc le letton. Cette personne était d'une minorité russophone. Vous savez, dans les États baltes, il y a beaucoup de minorités russophones. Là, le Comité des droits de l'homme était très clair. C'est une restriction inacceptable. Alors, les restrictions acceptables, on en a parlé, hein. Âge, résidence, prisonnier, handicap mental, autre catégorie. Circonstances exceptionnelles. J'ai voulu vous parler aussi des candidats indépendants. Il y a des pays où la personne ne peut se porter candidat de façon indépendante. Il faut être présenté par un parti. Alors, c'est ce qu'on va voir. Le principe sur l'âge, alors c'est compliqué l'âge, parce que déjà, à quel niveau on le met? Bon, la plupart des pays, c'est 18 ans. Pas partout, il y a des pays qui ont abaissé l'âge. En Autriche, par exemple, on est passé à 16 ans il y a quelques années. Je ne sais pas au Canada. C'est 18 ans aussi. C'est 18 ans aussi. Il n'y a pas de norme internationale. C'est laissé libre. Hein? Vous n'avez pas un texte qui vous dit ça doit être 18 ans. En revanche, la Commission de Venise, dans son code de bonne pratique, dit l'âge légal ne doit pas nécessairement coïncider avec l'âge de la majorité civile, mais le droit de vote doit être acquis au plus tard avec la majorité civile. Ça doit dès qu'on a la majorité civile, on doit avoir le droit de vote. L'autre chose à regarder, c'est que dans le cas d'un abaissement de l'âge légal, ça peut être motivé politiquement. En Autriche, c'était le cas, par exemple. L'abaissement du droit de vote à 16 ans était motivé par certains partis qui ont pensé qu'ils avaient plus de soutien dans la population jeune. Le référendum écossais d'hier, les gens votaient à partir de 16 ans. Et il y a eu des discussions là-dessus aussi, hein, sur le fait que c'était peut-être politiquement motivé. Parce que quelqu'un avait peut-être dans la tête que les électeurs entre 16 et 18 votent d'une certaine façon. Donc c'est toujours important de regarder ces aspects. C'est bon sur l'âge, on passe à... Je sais que c'est un peu intense, hein, c'est un peu... Vous me dites à un moment si on doit faire... Et en Tunisie, c'est la opposé La résidence. Alors la résidence, il y a deux aspects. Hein. D'abord, pour certaines élections, parfois on fixe une durée de résidence minimale avant de pouvoir exercer le droit de vote. Vous allez voir que c'est des cas très spécifiques. Et puis après, il y a la question du vote des citoyens vivant à l'étranger. Est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Et là, on va voir que les normes internationales sont pas claires. D'abord, la résidence. Normalement, vous êtes citoyen, vous êtes c'est souvent pour des élections locales d'ailleurs, hein, c'est le cas au Trentino Alto Adige, mais on peut accepter qu'il y ait une durée minimale de résidence à un endroit pour pouvoir voter pour les élections locales, dans certaines circonstances, si ça poursuit un but légitime qui est de la protection d'une minorité. Je vais vous donner un exemple, vous allez tout de suite comprendre. Dans l'affaire Polacco et Garofalo, en 1997, la Cour européenne des droits de l'homme, monsieur Polacco et madame Garofalo sont italiens, ils s'installent au Trentino Alto Adige et il y a des élections pour le conseil régional. Mais la loi là-bas dit qu'il faut avoir au moins 5 ans de résidence dans la région avant de pouvoir exercer le droit de vote.
ils font appel, ils déposent plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme en disant c'est pas normal, nous on est résidents maintenant, on vient d'arriver, on veut voter pour le conseil régional. Dans ce cas particulier, la Cour a accepté cette restriction. Pourquoi? Parce que le Trentino Alto Adige, c'est une région spécifique en Italie qui parle français. C'est une minorité linguistique. La Cour a admis que dans l'objectif de protection d'une minorité ou d'une langue minoritaire, on pouvait imposer ce type de restriction. Et puis il y en a un autre, alors celui-là qui est plus connu, Gillot contre France. Madame Gillot s'installe en Nouvelle-Calédonie et elle veut voter pour le référendum d'autodétermination. Mais elle ne peut pas parce que la loi dit qu'il faut être résident depuis 10 ans. Et là aussi, là c'était le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, a dit oui, c'est légitime parce que le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie engage l'avenir du territoire. Il peut être réservé aux gens qui ont un attachement au territoire. On ne va pas faire voter des fonctionnaires qui sont là pour 1 an ou 2 ans et qui vont repartir. C'est intéressant d'ailleurs parce que dans le cas de l'Écosse, il n'y a pas eu cette... Il y a des résidents étrangers. Il y a des résidents étrangers Qui ont Qui ont voté. voté non. Mais ils auraient pu le faire, s'il vous plaît. Oui. Il n'y aurait pas une question de propriété aussi pour certaines élections, c'est-à-dire que si on a par exemple un appartement ou quelque chose comme ça, il y a des élections qui engagent, si on va construire une route ou quelque chose comme ça, donc on a notre mot à dire si on est propriétaire normalement. Il y a ce côté-là Alors, ça, aussi. c'est aussi lié aux conditions pour l'inscription sur les listes, c'est-à-dire que la plupart du temps, la loi va dire que vous pouvez vous inscrire là où vous habitez. Voilà. Les citoyens à l'étranger. Alors là, ça va peut-être vous faire bondir, mais il n'y a pas d'obligation pour les États d'organiser, d'étendre le vote aux citoyens vivant à l'étranger. En droit international. L'État le décide. Dans le cas de la Tunisie, ça a été décidé. Est-ce que vous voyez pourquoi, par exemple? En fait, ce qu'on va regarder, c'est que il doit y avoir un lien entre le droit de vote et le fait d'être affecté et influencé par les résultats du vote. Parfois aussi, dans le cas de grandes diasporas, ça peut s'expliquer. Il y a des pays qui ont plus de citoyens à l'extérieur qu'à l'intérieur. Je ne sais pas, Israël par exemple. Malte. Malte peut-être, oui. Irlande. Alors si on donne le droit de vote à tous les citoyens qui sont à l'étranger, il y a eu je ne sais plus si c'était Fidji ou une autre île comme ça du Pacifique, où aussi ils ont plus de citoyens à l'étranger qu'à l'intérieur du pays. Bon. Et où le résultat d'élection avait été décidé par les gens qui vivent à l'étranger. Mais les gens qui sont au pays se disent, ça va pas, c'est pas normal. Ils votent, mais après ils ne souffrent pas les conséquences de leur vote. Il y a deux... ça a été jugé plusieurs fois par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a par exemple, en Grèce, les citoyens grecs à l'étranger n'ont pas le droit de vote, ne peuvent pas voter depuis l'étranger. Voilà, ça c'est une affaire de 2012, 2013, Schindler versus UK au Royaume-Uni. Je crois que vous pouvez voter pour les élections. Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez voter pour les élections du Royaume-Uni, mais seulement pendant les 15 premières années après votre départ. Après, vous perdez votre... Et donc, ces deux personnes ont attaqué la législation de leur pays devant la Cour européenne des droits de l'homme en disant, mais écoutez, moi je suis citoyen grec, peut-être que j'habite en Allemagne, mais je veux voter pour les élections grecques, c'est mon droit en tant que citoyen. La Cour dit non. Dans les deux cas, la Cour dit non, il n'y a pas d'obligation pour l'État d'organiser des élections
extradition à l'étranger. C'est bon? On peut continuer? Ouais. Si vous, enfin, si on peut faire une pause aussi, comme vous voulez. Non, on continue. Comme vous voulez. Les prisonniers. Les prisonniers, on peut avoir une petite discussion là-dessus. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Il y a des pays, je vais vous donner un exemple de l'Angleterre. En Angleterre, les prisonniers ne peuvent pas voter. Du tout. Quelle que soit la gravité du crime, quelle que soit la durée de la peine. Même si c'est pour Belgique, je crois qu'ils sont votés, mais qu'il n'y a pas beaucoup comme ça. Ah, c'est possible. ils peuvent. Non, quand on commet un crime, on ne peut pas voter. Peut-être pas un crime, mais les autres Forme de délit, oui. C'est une question morale aussi. Hein. Et là, on voit qu'il y a vraiment de très très grosses différences d'un pays à l'autre. Alors là, par exemple, en 2005, M. Hearst est prisonnier, condamné à une peine de prison longue en Angleterre, porte plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme en disant « Mon droit de vote, reconnu internationalement par la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas respecté par le Royaume-Uni puisque je suis prisonnier de ne pas avoir voté. » La Cour lui a donné raison. En gros, elle dit plusieurs choses. Si on suit dans le jugement de la Cour européenne, il y a plusieurs phases. Le premier, c'est de dire le droit de vote n'est pas un droit absolu et les États ont une marge d'appréciation dans la façon dont ils organisent leurs élections. Bon. Ensuite, il dit deux autres choses. Il peut y avoir des limitations, mais ces limitations doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées. Finalement, elle dit l'exclusion sans distinction de tous les détenus condamnés, quelle que soit la durée de la peine, quelle que soit la nature ou la gravité de l'infraction, est incompatible avec le droit des élections libres dans la Convention européenne. Donc, ce n'est pas l'exclusion des prisonniers qui porte atteinte à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'application indiscriminée de cette exclusion à tout le monde. Donc, en gros, la Cour dit il y a plusieurs façons de le faire. Soit on dit qu'il y a une certaine catégorie de crimes pour lesquels le condamné perd également le droit de vote comme une peine accessoire. Soit on va dire que tous les détenus peuvent voter. Soit on va dire que la perte du droit de vote peut venir d'un jugement séparé. Certains pays, bon, je ne sais pas trop comment c'est en Belgique, en France, c'est une peine accessoire qui doit être spécifiquement prononcée par le juge. C'est-à-dire qu'il y a un jugement qui va dire monsieur un tel est condamné à je ne sais quoi, et puis en plus, il y a une perte des droits civiques pour une période donnée. C'est une peine séparée. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies dit à peu près la même chose. Hein, c'était une affaire qui impliquait la Russie, un jugement de 2011, Yevdokimov contre la Russie. Voilà, privation générale du droit de vote à toutes les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement. On est toujours dans la question de la proportion, du caractère raisonnable de la restriction. Est-ce que c'est clair ça ou qu'est-ce que vous pensez? Vous avez des idées là-dessus sur le fait que les prisonniers devraient voter ou pas? Alors, pour l'information, le Royaume-Uni a été condamné. Le Royaume-Uni n'a toujours pas changé sa loi. Justement, quelle est la force de ce jugement sur les États? Alors, c'est très intéressant votre question parce que ça pose bien la question de la mise en œuvre du contrôle
vous savez, la Convention européenne des droits de l'homme est attachée au Conseil de l'Europe, en quelque sorte. C'est les membres du Conseil de l'Europe qui ont aussi ratifié la Convention. Donc le mécanisme contraignant, c'est le comité des ministres du Conseil de l'Europe, donc Strasbourg, hein, pas du Conseil européen ici. Ça marche hein, dans la plupart des cas. Le problème, c'est qu'en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, je dois dire, puisqu'il existe toujours, depuis hier, au Royaume-Uni, l'opinion publique, hein, est contre l'extension du droit de vote aux prisonniers. Et aucun politicien ne prendrait le risque, aucun Premier ministre ne prendrait le risque de passer une loi qui autorise, qui étend le droit de vote aux prisonniers. Donc on est là dans quelque chose où voilà, une décision de la Cour européenne des droits de l'homme rencontre un mur qui est Le Royaume-Uni n'est pas une dictature, mais un dictateur peut, avant les élections, mettre tous ses opposants en prison pendant la période des élections. Comme ça, il assure ça. Et après, il dit voilà, je respecte la loi. Au Canada, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a eu une décision Par la Cour suprême Par la Cour en suprême. 98, je pense. Ouais. Et puis maintenant, on a des bureaux de vote dans les prisons. On a C'était, extensionné ouais. je pense que c'est d'ailleurs au niveau international, c'est un des premiers arrêts d'une Cour supérieure hein, sur cette question spécifique. Mais, et puis avant, c'était une limite de 5 ans pour les Canadiens qui habitent à l'étranger pour avoir le droit de vote, mais la Cour suprême vient juste prendre ça aussi, et puis ils ont décidé que c'est pas constitutionnel. Alors, on doit maintenant accorder le droit de vote aux citoyens et dépasser les 5 ans. À l'étranger. Ouais. Alors, là, le prochain point, c'est... Je vais prendre un peu d'eau. On fait une pause. On fait une pause. Hein. C'est tout. Allez, 5 minutes. Comment ça va?